Monsieur le ministre, cher Bruno Le Maire, merci encore d'être avec nous. On en parlait à l'instant hier, vous avez fait la une de la Tribune dimanche. Demain, je vous verrai bien à l'affiche des chiffres et des êtres, qui serait un dérivé du célèbre jeu dont vous seriez probablement un des gagnants, car vous êtes un être décidément protéiforme. Le féru de littérature que vous êtes est aussi un homme de chiffres, hein. Vous les manipulez aussi facilement que votre plume glisse sur le papier. Quand on parle de décarbonation, Dieu sait qu'il en faut, de la dextérité, comme pour le Big Bang de la régulation du nucléaire que vous venez d'orchestrer. Et quand je vous dis qu'entre Bruno Le Maire et l'écriture arithmétique de l'économie, le courant passe, vous pouvez l'applaudir, Bruno Le Maire. Merci d'être avec nous. Merci à vous. Merci. Et rejoint Philippe Babi. Bien, bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir, Monsieur le Ministre. Bonsoir. Bruno Le Maire. En entrant ici, vous avez peut-être remarqué, il pleuvait un peu. Il y avait un douanier qui disait « Intelligence artificielle et climat, ils ont bien choisi leur jour ». Je dis ça parce que vous revenez des Hauts-de-France où il y a eu quelques inondations. Vous avez quelques annonces qui ont été faites importantes pour aider nos concitoyens qui ont été affectés par ce changement climatique. On va parler donc de ces deux sujets. Mais peut-être pour commencer et pour reprendre ce que disait Jean-Christophe Tortora sur le septennat qu'on a passé avec vous à Bercy, avec ce EYT Day. Jean-Christophe espérait un second septennat, je ne sais pas si c'est votre cas, mais ici en tout cas, on y reviendra. Pour reprendre cette fameuse interview de la Tribune dimanche, effectivement, que vous concluez par ces propos: dans les 3 prochaines années risquent de se jouer les 3 prochaines décennies de la France. Alors, j'y ai lu à la fois un signe d'humilité, puisque 7 ans, on pourrait se dire que vous avez résolu les 70 prochaines années de la France. Donc, visiblement, vous restez très prudent sur ce point. Et un signe d'impatience, une impatience que je sens chez vous de plus en plus grande, effectivement. On le lit au travers de cette interview, peut-être à l'égard de la majorité, peut-être au-delà, pour prendre conscience qu'on est en train de vivre un tournant. Alors, on le dit chaque année au EYT Day, vous le dites chaque année, mais est-ce que c'est pas plus vrai que jamais, à la fois sur ces sujets de climat, sur ces sujets d'intelligence artificielle, on y viendra, et puis pour commencer peut-être, dont vous parlez beaucoup dans l'interview, sur les sujets des réformes, parce que vous tirez un peu, alors on dit la fin de la récré, ça c'est sur le sujet du budget, c'est un peu votre rôle traditionnel, mais vous tirez aussi le signal d'alarme sur la nécessité de poursuivre les réformes. Alors ma première question, c'est comment faire, Bruno Le Maire, pour poursuivre les réformes quand la pluie est là, que l'orage peut-être menace et qu'on voit bien qu'on a du mal, hein, cette fameuse barre des 7% de chômage semble aujourd'hui incompressible, voire ça remonte un peu, les derniers chiffres sont pas bons. Comment on arrive à convaincre qu'il faut poursuivre les réformes dans ce climat-là? Bonsoir à tous. D'abord, je pense que c'est le meilleur moment pour accélérer la transformation du pays. Pas tout, quand il fait beau, quand il fait chaud, on peut rester au même endroit. Quand il fait mauvais, que la pluie tombe, il faut accélérer pour en sortir. C'est exactement la situation où nous sommes. Je l'ai dit dans l'interview de la Tribune, je le crois profondément, et je ne le dis pas du tout par impatience, mais pour qu'il y ait une vraie prise de conscience collective. Notre majorité, bien entendu, mais aussi de tous les Français. Nous sommes à un moment de vérité du quinquennat. Nous avons fait, j'en suis convaincu, avec le président de la République, un travail remarquable au service de l'économie française. Nous avons transformé en profondeur par la fiscalité, par le droit du travail, par l'investissement, par l'innovation, par la simplification, le modèle économique français avec les résultats que l'on connaît, 2 millions d'emplois créés, et surtout une réindustrialisation qui est bien engagée. Mais nous sommes au milieu du gué. Et dans ces moments où tout est plus sombre, tout est plus difficile, où le conflit au Proche-Orient, en Ukraine, inquiète beaucoup, où on voit des mouvements populistes l'emporter partout, par exemple encore récemment en Argentine, la tentation est très grande de se dire « le peuple français est trop divisé, trop fragile, trop inquiet ». Mais c'est le mérite d'avoir 20 années de vie politique derrière soi. Ce discours, je l'ai entendu 1000 fois. Je le refuse. Je le trouve insultant pour le peuple français et je le trouve irresponsable. Nous sommes au contraire à un moment où il faut poser les choses très sereinement, à plat, montrer une voie de long terme, fixer un objectif et puis s'y tenir. Moi, mon objectif, c'est très simple, c'est que la France redevienne une grande nation de production.
production agricole, production industrielle, production manufacturière, pour avoir derrière de l'activité, des emplois qualifiés et bien rémunérés, et donc une réponse à la question lancinante du pouvoir d'achat, qui ne passe pas par toujours plus de redistribution et de chèques. On a fait ça pendant 40 ans, politique de la demande, échec magistral, qui explique largement la désindustrialisation du pays, pour au contraire tenir une politique de l'offre, qui crée des usines, des emplois qualifiés, de l'innovation, de la maîtrise technologique et de la souveraineté. Et quand je dis, pour terminer, que dans ces 3 années se jouent les 30 années qui viennent pour la France et pour l'Europe, je le crois profondément, parce qu'on ne choisit pas le moment où on gouverne. Nous gouvernons à un moment où arrive à maturité une technologie qui a lentement mûri pendant 3, 4 décennies, et qui va révolutionner notre économie, et qui s'appelle l'intelligence artificielle. Et à ce moment de maturité, elle va tout emporter sur son passage. Il y a les continents qui maîtriseront cette intelligence artificielle, les algorithmes, le stockage des données, les fameux clouds, les supercalculateurs, les processeurs, et puis il y a ceux qui seront consommateurs de cette technologie. Moi, je souhaite évidemment que le continent européen, France en tête, qui a pour moi tout pour être le leader de l'IA en Europe, soit producteur de cette technologie et pas consommateur. Et là où l'enjeu, je termine par là, est un enjeu qui est peut-être aussi important que la révolution de Gutenberg il y a quelques siècles, c'est que ça n'est pas qu'une révolution technologique. Chacun en a conscience. C'est une révolution culturelle. C'est une révolution morale qui pose des problèmes qui vont très au-delà de l'économie. Donc si nous croyons au continent européen, ses valeurs, à sa culture, à son rôle de leader technologique, nous devons nous rendre compte que dans les 3 années qui viennent, nous trouvons les moyens de développer notre propre IA, où nous serons consommateurs de l'IA des autres. Alors on vient de passer une année 2023 où, en France en tout cas, ce qui a dominé l'actualité, ça a été cette réforme des retraites qui a mis du temps à passer, qui aujourd'hui est en train d'être appliquée. Et je rebondis sur ce que vous dites en pensant à un rapport qui était publié dans les années 70 d'Alain Minc qui s'appelait « L'informatisation de la société » et qui disait il va y avoir besoin d'adapter évidemment toute la population active face à cette révolution informatique. Et si on fait le parallèle avec ce que vous venez de dire, effectivement, on sent quand même qu'il y a des peurs de part et d'autre. D'ailleurs, on dirait que l'intelligence artificielle aujourd'hui, elle n'a qu'un an et beaucoup d'entre nous, quel que soit du côté qu'on se trouve, qu'on soit du côté de l'employeur ou du salarié, on le regarde un peu comme la poule regarde le couteau, on ne sait pas très bien comment ça va se passer pour nous. Et vous annoncez dans la tribune dimanche qu'il faut quand même durcir le chômage des seniors et dire aux entreprises qu'il faut en finir avec cette politique finalement du passé qui consistait à se débarrasser des vieux parce qu'ils étaient obsolètes. Mais en même temps arrive cette révolution. Alors j'entends parfaitement les raisons, et vous pouvez les réexpliquer ici, devant des chefs d'entreprise, je pense qu'ils comprendront pourquoi vous sifflez aussi la fin de la récré sur ces pré-retraites déguisées, d'une certaine façon, qui ont dominé pendant de longues années les restructurations, mais en même temps, cette révolution, est-ce qu'elle est compatible avec ces réformes ? Les peurs font en général commettre les pires erreurs de politique économique et de politique tout court. C'est parce qu'on a eu peur de la robotique, qu'on a seriné aux Français matin, midi et soir que les robots vont détruire les emplois, que nous avons été une des nations européennes qui a le moins robotisé son industrie et que nous avons fermé des usines. Est-ce que c'est un peu différent cette fois ? Là, c'est pas les cols bleus, comme on dit, c'est les cols blancs, c'est les métiers de la création. Oui, vous l'avez dit, c'est anthropologique, c'est très différent. La réaction immédiate est une réaction de peur. Quand Gutenberg a sorti son imprimerie, tous les sachants, tous les clercs de l'époque disaient il n'y a pas plus dramatique, plus révolutionnaire que cette diffusion, le peuple va avoir accès à la connaissance. Eh bien, l'IA va nous aider à développer notre savoir, si nous savons le maîtriser, développer notre connaissance, nous débarrasser de tâches très fastidieuses, nous ouvrir encore plus sur ce champ de connaissances. Il n'y a pas à avoir peur de l'IA. Il faut la maîtriser l'innovation, maîtriser la technologie, fixer bien entendu des limites, mais ceux qui auront peur de l'IA, qui n'utiliseront pas l'IA,
les nations qui feront ce choix-là seront larguées au XXIe siècle. Regardez ce qui se passe au Japon. Regardez ce qui se passe en Corée du Sud. Ils sont déjà en train d'utiliser massivement l'intelligence artificielle pour gagner en productivité. C'est quoi le problème numéro 1 de la France? La productivité. C'est quoi ce qui explique que les salaires sont trop bas? La productivité. C'est quoi ce qui explique qu'il n'y a pas assez d'industrie? La productivité. C'est quoi ce qui explique qu'un certain nombre d'activités industrielles, comme le textile, comme l'électroménager, auraient dû rester en France et sont partis en France? La productivité. Alors, à force comment de faire que cette mentir aux révolution Français. productivité Mais il faut simplement, ne soit pas au Philippe détriment Babi, des plus il faut anciens simplement, salariés Philippe qui Babi, ne pourront peut-être pas s'adapter? avoir le courage de dire aux gens la vérité et arrêter de les seriner avec une idéologie décroissante, anti-technologie, de refus de l'innovation qui a fait tellement de tort à notre nation. L'IA est une chance pour ceux qui la maîtriseront. Elle sera un désastre pour ceux qui leur tourneront le dos. Et s'agissant des seniors, c'est deux sujets qui sont liés, mais pas si étroitement liés que cela. Moi, je constate simplement qu'il y a encore des règles d'indemnisation du chômage spécifiques pour les plus de 55 ans, qui font que l'indemnisation du chômage se transforme en réalité en pension de retraite déguisée. Je suis désolé, il faut adapter effectivement ces règles d'indemnisation du chômage pour qu'il n'y ait pas, dans le fond, lentement, sûrement, et avec une immense hypocrisie, autant de seniors avec leur qualité, leur savoir-faire, leur expérience, qui sont de facto placés à la retraite. Nous avons, avec le président de la République, pour lequel je me bats tous les jours et pour lequel je me suis engagé, réussi à augmenter le taux d'emploi de notre nation à un peu plus de 70%. Mon objectif est clair, 80% de taux d'emploi pour la nation française. Vous verrez comme elle se portera mieux, la société française, le jour où il y aura 80% de taux d'emploi. Mais je rejoins ce que j'ai dit dimanche à la tribune et je persiste et je signe. Aujourd'hui, nous sommes au plein emploi. Avec le modèle social que nous avons, 7%, c'est le plein emploi français. Et croyez-moi, ça n'est pas très honorable. Donc Macron a tenu sa promesse, en tout cas, on pourra le dire. Il a tenu sa promesse à modèle social constant. Mais je connais le caractère transgressif du président de la République, c'est une des raisons pour lesquelles je me suis engagé pour lui. Je connais sa détermination. Nous avons fixé 5%. Si nous voulons véritablement arriver à 5% de taux de chômage, il faut modifier des paramètres du modèle social. Et un des paramètres du modèle social qu'il faut modifier, c'est arrêter de mettre les plus de 55 ans à la retraite trop tôt avec des systèmes d'indemnisation du chômage qui, de fait, les mettent à la retraite, mais sans avoir le courage de le dire, parce qu'il y a une gigantesque hypocrisie nationale autour de cela. On ne veut pas voir les choses en face. On ment aux gens. On leur dit, mais ça va venir mécaniquement, le plein emploi, vous inquiétez pas, la croissance, la création d'emplois. Ce n'est pas vrai. Il faut avoir le courage de regarder en face certains dispositifs, comme l'assurance chômage des plus de 55 ans, se dire honnêtement, ça conduit des seniors à la retraite. Si nous voulons qu'ils soient à l'emploi pour augmenter le taux d'emploi, il faut modifier ces règles. Même chose pour les jeunes. Sur le nombre de trimestres qui peuvent être nécessaires pour avoir accès à l'assurance chômage. Même chose pour la distinction entre les revenus du travail et les revenus de la solidarité. Ce que nous avons fait pour le RSA en exigeant des heures de travail va dans la bonne direction. Ça s'appelle modifier, dans un sens de justice et d'efficacité, notre modèle social pour qu'il incite au travail et qu'il mène au plein emploi. Alors, en Europe, il va y avoir des élections européennes. On peut espérer qu'avant ces élections de l'an prochain, il y ait un acte qui s'appelle l'IA Act, qui soit au moins... il y a un consensus qui passe au Parlement européen. C'est un acte important dans lequel il y a un débat qu'on retrouve d'ailleurs dans ce qui est en train de se passer aux États-Unis avec le licenciement du patron d'OpenAI, qui est reparti chez Microsoft, ceci dit. C'est le débat entre l'innovation et la régulation. Jusqu'où il faut aller dans l'innovation, jusqu'où il faut aller dans la régulation. Est-ce que vous avez réussi à trouver le bon équilibre de ce qui serait nécessaire, et est-ce qu'au niveau européen, on est aujourd'hui au bon équilibre, ou est-ce que vous pensez que ce que propose l'Europe va trop dans le sens de la régulation, comme certains le disent? Avant de répondre à cette question, je pense qu'il faut que tous, ensemble, moi je n'ai pas la vérité révélée sur un sujet aussi complexe, mais je travaille, je regarde, j'ai beaucoup discuté avec Sam Altman, j'espère que ça ne lui a pas porté préjudice, il y a quelques jours quand j'étais à Londres,
Peut-être ça qui a amené tout d'un coup son licenciement. Enfin, J'espère il s'est visiblement pour moi aussi, rapidement recasé et dans d'excellentes conditions. Donc je ne me fais pas trop de soucis pour lui. Mais il faut regarder sur un strict plan économique et technologique le rapport de force. Quelle est la singularité de cette révolution de l'IA et notamment de l'IA générative? On a beaucoup parlé de l'aspect civilisationnel, culturel, c'est très juste, mais je pense que tout le monde est courant de cela. Je pense qu'une des vraies singularités économiques, c'est que c'est une révolution technologique qui intervient dans des modèles monopolistiques. C'est ça le vrai sujet que nous devons traiter. Une révolution dont les enjeux financiers sont planétaires, dont les enjeux technologiques sont planétaires, dont les enjeux civilisationnels sont planétaires, intervient dans les mains d'acteurs monopolistiques. Et je pense que c'est quasiment une des premières fois de l'histoire de l'humanité que cela arrive, qu'une révolution technologique soit aux mains de monopoles. Monopole d'abord dans les microprocesseurs. Nvidia produit 92% de ces fameuses GPU, ces processeurs graphiques qui sont indispensables à la création de l'intelligence artificielle. Monopole sur les supercalculateurs. L'Europe essaie de tirer son épingle du jeu, mais quand vous regardez les capacités de puissance et d'achat de GPU des États-Unis, c'est sans commune mesure. Monopole dans les acteurs. Google, Microsoft n'ont pas de concurrents. Pour la première fois de l'histoire économique mondiale, une révolution technologique est entre les mains de monopoles. Alors, il y a deux façons ensuite de voir cela. Et je rajouterai une dernière chose qui résulte de discussions que j'ai eues avec le patron de Microsoft il y a quelques jours, avec Sam Altman, avec Elon Musk il y a aussi quelques jours. C'est que les chiffres d'investissement sont absolument vertigineux. C'est la première fois depuis 7 ans que je suis ministre de l'économie et des finances, depuis 20 ans que je fais de la politique. On me parle d'investissement, non pas en centaines de millions, non pas en milliards d'euros, non pas en dizaines de milliards d'euros, mais en centaines de milliards d'euros. Donc vous voyez bien l'énorme risque, et je pose ce diagnostic économique. Alors, est-ce qu'on peut lutter face à ça, nous, l'Europe et la France? C'est la question. Il faut se poser immédiatement la question de se dire, est-ce que c'est pas trop tard? Est-ce qu'on par peut centaines lutter? de millions, on n'y est pas quand même. Hein, là. Donc on peut, oui, mais à certaines conditions que j'énumère. La première, c'est que financièrement, si nous voulons être à la maille, Christine Lagarde l'a très bien dit dans une interview au Financial Times il y a quelques jours, c'est un combat que je livre avec mon ami homologue Christian Lindner, il y a urgence absolue à créer l'union des marchés de capitaux en Europe. Parce que ce n'est pas auprès des banques qu'on va lever 100 milliards d'euros. Ce n'est certainement pas auprès des ministres des Finances. Ils sont tous dans la même situation, ils cherchent 1 euro pour en faire 2. Donc c'est auprès des marchés de capitaux. Soit l'Europe est capable, dans les 2 ans, de créer une union des marchés de capitaux et de lever toutes ces contraintes techniques et de mettre enfin en place un régulateur unique pour laisser de côté les rivalités nationales et permettre à nos entreprises de lever 10, 50, 100 milliards et acheter les cartes graphiques qui sont nécessaires, soit c'est fini. La messe est dite. Et quand je dis que dans les 3 années qui viennent se jouent les 30 prochaines années de l'Europe et de la France, voilà un exemple très concret. Dans les 3 ans, vous avez un marché unique de capitaux et nos entreprises, nos start-up peuvent lever des dizaines de milliards d'euros, ou vous ne l'avez pas, game over. La messe est dite, c'est fini. Alors, deuxième chose... Comme c'est presque fini, juste... Non, mais on va garder un petit peu de temps. On va gagner encore. un peu de temps, oui, vous êtes bien parti. Me passionne. On m'autorise à me donner 5 minutes de plus. Je vois Éric Forel qui me dit c'est d'accord. Deuxième sujet majeur, si nous voulons y arriver, c'est mettre ensemble nos capacités européennes. Je pense qu'on va arriver à le faire sur le supercalculateur, pour avoir des capacités de puissance plus importantes. Le cloud est absolument vital. Nous avons les meilleures données au monde, parce que nous avons des données administratives qui sont fiables. Par exemple, dans le domaine de la santé, il faut être capable de les mettre ensemble. Enfin, est-ce qu'il faut réguler? Oui. Mais vous voyez bien que dans mon raisonnement, la régulation n'arrive qu'à la fin. Pourquoi? Parce que, dans le fond, c'est un peu comme les débats sur les finances publiques à l'Assemblée nationale. La dépense, c'est hyper facile. Tout le monde en a des propositions de dépenses. Il faut aider les uns, les autres, les communes qui sont en difficulté, ceux qui ont du mal à boucler les fins de mois, les chats qui sont malades, enfin tout y passe. C'est normal, ça fait partie du débat public. En revanche, dès qu'on arrive aux économies,
Il n'y a plus personne. C'est la même chose en Europe sur innovation et régulation. Alors régulation, des idées, vous en avez, en veux-tu, en voilà. Il faut mettre une barrière ici, il faut mettre une barrière là, il faut contrôler les mauvais usages, la vérité de la photo, les labels, les ceci, les cela. Mais on oublie une chose, c'est que c'est mieux de réguler une technologie qu'on maîtrise qu'une technologie qu'on ne maîtrise pas. Donc, et je vais même aller beaucoup plus loin. J'ai les plus profonds doutes sur la capacité que nous pouvons avoir à réguler des technologies dont nous ne maîtriserions pas les fondamentaux. Je pense que ce sera très difficile. Donc si on veut réguler, il faut commencer par innover. je termine le débat sur ces milliards. Vous avez parlé de centaines de milliards. Il en faut dans les technologies, dans l'intelligence artificielle, avec ces puces, avec effectivement un problème de souveraineté. En plus, vous l'avez très bien dit, puisqu'il n'y a pas aujourd'hui de capacité européenne, en tout cas, de faire des CGU qui soient de niveau de celle de Nvidia. Donc ça, c'est une première urgence pour la technologie. Il y a une deuxième urgence, c'est celle de la planète, du climat. Alors on a dit IA et climat aujourd'hui, ce soir. Sur le climat, il faut également des centaines de milliards, voire des milliers de milliards. On va les trouver où? Alors que les taux d'intérêt aujourd'hui sont quand même installés autour de 4 voire 5%. Alors vous dites que le combat, on va en parler tout à l'heure, le combat de l'inflation est en passe d'être gagné, mais il y a certains quand même qui disent c'est pas ça. Les taux d'intérêt vont rester probablement élevés plus longtemps qu'on ne le pense. C'est higher for longer, c'est la nouvelle terminologie qu'on entend sur les marchés. Et comment, dans ce contexte-là, on peut à la fois faire ce que vous venez de dire, c'est-à-dire gagner la bataille de l'IA, et puis gagner celle de la planète qui va nécessiter des dizaines et des centaines de milliards. Alors pour le coup, je le redis, les yeux sont levés parce que ceux qui gagneront la bataille de l'IA gagneront la bataille de la productivité. Et ceux qui gagneront la bataille de la productivité gagneront la bataille de la prospérité. L'IA, c'est les majors pétrolières de la fin du 19e et du début du 20e. The winner takes it all. Si on n'a pas compris ça, on n'a rien compris de ce qui va nous écraser dans quelques jours, quelques mois ou quelques années. J'ai la conviction profonde que l'Europe a la capacité de résister, a la capacité de créer ses propres champions de l'intelligence artificielle générative. Mais c'est maintenant que ça se joue, pas demain, maintenant. Et avec l'IA, vous gagnerez aussi en productivité, vous gagnerez par exemple en gestion des flux, des arcs électriques, de la consommation électrique, et vous gagnerez énormément en termes de dépenses en faveur du climat. Une des meilleures façons de lutter contre le réchauffement climatique, c'est d'avoir une gestion par l'IA de ce réchauffement climatique. Deuxième chose, il faut de l'argent public. Nous mettons de l'argent public. Avec le président, avec le Premier ministre, nous mettons beaucoup d'argent public sur la transition climatique. C'est légitime, c'est nécessaire, on doit s'assurer qu'il est bien employé. C'est une partie de la réponse. Troisième réponse, c'est les entreprises. Il faut que les entreprises aient un intérêt à agir. Et l'intérêt à agir, c'est évidemment les profits qu'elles peuvent en tirer. Ce qui suppose de continuer à investir dans la transition climatique, mais ce qui suppose aussi de protéger nos entreprises. Je n'hésite pas à employer ce terme. Prenez l'exemple des éoliennes. Si nous voulons que demain, nos champs éoliens offshore ne soient pas équipés uniquement de turbines chinoises, il est temps de réagir. Nos partenaires chinois ont développé de manière endogène une industrie des moteurs et des turbines éoliennes qui est devenue la plus compétitive au monde. Ils l'ont fait avec des subventions massives. Ils l'ont fait avec des obligations de contenu chinois. Et maintenant qu'ils sont prêts et qu'ils sont moins chers que tous les autres, ils vont venir vendre en Europe. Alors nous, si on n'est pas capable de mettre en œuvre des règles de contenu européens, eh bien nous sommes morts. Donc je plaide pour que d'urgence, on s'affranchisse d'un certain nombre de tabous européens, notamment le fameux contenu européen. Et que quand on s'appelle Siemens et qu'on est installé en Europe, ou qu'on s'appelle GE et qu'on est installé en Europe, et qu'on produit des pales, des turbines, des mâts en Europe, avec du contenu européen, eh ben, on préfère ce qui a du contenu européen. Ce n'est pas du protectionnisme, c'est de l'équité de traitement entre ce que font les États-Unis, la Chine et l'Europe. Sur les éoliennes, si nous ne sommes pas capables de privilégier le contenu européen, tout autre contenu, il nous arrivera ce qui nous est arrivé sur les panneaux solaires. Soyons capables d'être un tout petit peu plus intelligents que dans le passé, de défendre nos intérêts, et vous verrez que la transition climatique servira à nos intérêts économiques. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Merci, Bruno Le Maire. À bientôt.
Merci.